Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Céline Calvez est l'invitée du Grand JT de l'éducation ce lundi. Elle est en tête au premier tour dans sa circonscription des Hauts-de-Seine. On reviendra bien sûr avec elle sur les résultats de ce premier tour et sur sa vision de l'avenir de l'éducation en France. Un son, une leçon, c'est le concours lancé par l'association Faites le Mur. L'objectif, écrire des leçons en chansons pour faciliter leur mémorisation. On vous raconte tout dans un instant. Et puis enfin, comme chaque lundi, on remontera le temps avec Loïc Landreau. Cette semaine, il nous parlera de l'enseignement pour les enfants en situation de handicap à travers les âges. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Emma Guessel. Bonjour Emma. Alors, l'actualité de l'éducation, c'est d'abord ce revers de Jean-Michel Blanquer au premier tour des législatives. Et oui, puisque l'ancien ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas qualifié pour le second tour dans la 4e circonscription du Loiret, où il était candidat. Il arrive 3e avec 18,89% des voix derrière le candidat Rassemblement national et le candidat NUPES. Et ce lundi matin, il a annoncé vouloir faire un recours juridique sur l'élection. Il a dénoncé des méthodes illégales et scandaleuses, notamment de la part de son opposant NUPES. Affaire à suivre. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, s'est exprimé après ce premier tour. Oui, Pap Ndiaye qui appelle au rassemblement et au Front républicain contre les candidats du Rassemblement national qualifiés pour le second tour des législatives. Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable, a-t-il dit. Réaction immédiate de Marine Le Pen. Quand un racialiste, un indigéniste comme Pap Ndiaye appelle à voter contre nous, je pense que cela signifie que beaucoup de Français voteront pour nous, a-t-elle commenté. Je ne ferai aucun commentaire, justement. Autre score intéressant de ce premier tour, celui des deux anciennes secrétaires d'État de Jean-Michel Blanquer. Oui, Nathalie Elimas, par exemple, ex-secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, est éliminée dès le premier tour dans le Val d'Oise. En revanche, Sarah El Haïry, qui était secrétaire d'État chargée à la jeunesse, elle est en tête dans la 5e circonscription de Loire-Atlantique. Voilà pour les quelques enseignements du premier tour, sous l'angle éducation. Dans le reste de l'actualité, Emma, c'est un sujet qui va préoccuper les parents très bientôt, l'achat des fournitures scolaires pour leurs enfants. Oui, et avec l'inflation, leur coût pourrait augmenter jusqu'à 20%, cela concerne principalement les cahiers. Alors un conseil, ne tardez pas à les acheter car pour le moment les fabricants écoulent des stocks vendus sur la base de prix fixés à l'automne, donc avant la guerre en Ukraine. Les prix étaient déjà en hausse, mais pas autant que maintenant. Ça sera donc encore plus cher à la rentrée. Voilà, coup dur pour les familles, tout ça. Merci beaucoup Emma. Emma Guessel à l'actualité aujourd'hui. Céline Calvez est l'invitée de ce grand JT. On la retrouve dans quelques secondes. Bonjour Céline Calvez. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver car vous êtes déjà venue ici sur ce plateau. Merci d'être là. Vous êtes candidate de la majorité présidentielle aux élections législatives dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous êtes arrivée en tête au premier tour et donc au lendemain de ce fameux premier tour, je voudrais réagir tout de suite à ce score final du parti Ensemble représenté par Emmanuel Macron dont vous faites partie puisque hier soir, Jean-Luc Mélenchon hurler sa victoire avec la NUPS ou NUPES, on l'appelait comme on veut. Et puis ce matin, finalement, rééquilibrage et le parti Ensemble sans mettre en tête. Alors, vos impressions ? Moi, mes impressions, c'est surtout que c'est un premier tour et qu'il y aura un second tour. Il paraît. Et que là où on parle de voix, ça ne définit pas forcément ce que sera le résultat en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. On est sur un scrutin majoritaire, pas un scrutin proportionnel. Et donc le nombre de voix n'entraîne pas forcément une majorité proportionnelle à ce nombre de voix. Donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'on a un challenge sur une semaine de pouvoir convaincre de nombreux électeurs. On est 421 à être en finale, c'est-à-dire au second tour de groupe Ensemble. Il y a plusieurs circonscriptions dont on est absent, très peu, mais il va falloir surtout transformer ces 421. En fait, on est la seule force politique aujourd'hui, Ensemble, à pouvoir atteindre potentiellement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cette majorité... Vous y croyez, la majorité absolue ? Oui, j'y crois. J'y crois. On est 421 à être en lice. Si on est capable, sur cette semaine, de vraiment encore plus aller voir les électeurs, de les convaincre que le projet du président mérite d'être porté et que pour cela, il a besoin d'une majorité, il faut qu'on soit le plus nombreux possible. Aussi de pouvoir dénoncer
ce que sont les concurrents en face. Et en général, ce sont des extrêmes, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Donc on a quelques jours, la campagne elle se termine vendredi à minuit, avec un vote le 19 juin, pour pouvoir convaincre de l'utilité de donner une majorité au président de la République. Alors, convaincre qui? Parce que le problème, c'est que, est-ce qu'il faut convaincre, alors évidemment les Français de manière générale, j'imagine, mais aussi, est-ce qu'il faut convaincre, pour ceux qui nous regardent, eh bien, l'électorat un peu plus de droite, centriste, chercher à gauche? Vous allez chercher qui, en fait? Quelle voix? On va chercher même ceux qui ne sont pas venus au premier tour, en leur disant que c'est important de pouvoir se mobiliser. Alors là, on parle du taux de participation, qui effectivement est catastrophique. Catastrophique. Et vous pensez que ce sera meilleur au second tour? Je suis pas sûre. Enfin, les élections précédentes ont montré que c'était pas forcément le cas. Qu'on était moins mobilisés au second tour. Mais pour autant, on voit très bien qu'aujourd'hui, vous avez deux oppositions. Une opposition entre deux projets. Peut-être que le rejet de l'un des projets pourra mobiliser des gens qui n'avaient pas trouvé, malgré la multiplicité de candidats. Dans ma circonscription, il y en avait 14 quand même, qui pourraient se dire, bon, là, je vais aller voter, je vais donner une procuration, je ne sais pas, je me bouge parce que je n'ai pas envie qu'on tombe sur l'autre projet. Ça, c'est une source potentielle. Ça, deuxième source. L'électorat de ceux qui ont été éliminés au premier tour, en fait, et qui peuvent être, justement, vous l'avez dit, centre droit, qui peuvent être parfois aussi des candidats plus indépendants, qui ne font pas partie de la NUPES, par exemple, mais qui portent un discours sur l'écologie. Moi, j'en ai rencontré, notamment dans ma circonscription, et qui sont capables de nous rejoindre aujourd'hui, parce que s'ils n'ont pas rejoint la NUPES à ce moment-là, c'est pas aujourd'hui pour faire campagne pour elle. D'accord. Vous pensez qu'en fait, s'ils ne l'ont pas fait au premier tour, ils ne le feront pas au second? Parti qui se dit écologique, la NUPES. Hein. Ah oui, voilà. Enfin, pour le coup... peut-être qu'il l'annonce d'ailleurs plus que le parti Ensemble. Je ne sais pas de quelle mesure il l'annonce, mais en tout cas, on sait très bien que notre projet va agréger des gens qui s'étaient présentés aux élections. Tout le monde a le droit de se présenter aux élections, mais quand aujourd'hui, on est sur un second tour avec... un choix très clair à faire. On n'est pas dans une kyrielle de nuances parmi 14 candidats dont on ne sait plus trop ce qu'ils représentent. Là, on est avec deux finalistes, deux candidats, avec des visions assez opposées de la société, en fait. On est vraiment sur... nous, on veut continuer le progrès. On est convaincus que pour l'économie, il faut créer de la richesse pour mieux la partager. D'autres voudraient vivre dans un monde sans Europe, sans monde, sans création de richesse, en se disant qu'on va pouvoir juste... Et la partager quoi qu'il arrive. Mais partager une richesse qui ne se crée pas, ça s'appelle mentir. Vous êtes arrivé donc au premier tour dans votre circonscription. Vous êtes face aussi à NUPES. Vous dites NUPES, vous, ou NUPS? Parce que je dis NUPES maintenant, mais peut-être que je suis NUPES. Par NUPS. D'accord. Ensemble, donc 34,53% des voix et NUPES 28,7%, si je ne me trompe pas. Troisième place pour les Républicains avec 11,3%. Donc la bascule peut se faire réellement si les voix de droite sont reportées en fait sur les vôtres. Oui, et puis vous citez le candidat républicain, mais dans ma circonscription, il y avait une candidature dissidente aussi à droite, puisque le candidat républicain manifestement n'était pas forcément digne de toute sa famille. Et donc ça avait suscité une candidature à droite aussi. Donc les voix se sont sans doute éparpillées. À nous de les rassembler pour qu'elles soient avec nous au second tour. Alors vous dites que le travail va se faire sur une semaine, mais on sait que ça ne va pas se faire sur une semaine, mais sur 5 ans. Comment faire pour composer justement avec, malgré tout, élection donc à majorité absolue ou pas, relative ou pas, en tout cas la NUPES est vraiment très présente dans le paysage politique français. Comment faire pour composer avec la NUPES pendant ces 5 ans? Je dois dire que pendant les 5 ans précédents, on avait par exemple 17 représentants de la France insoumise. Ils ont réussi quand même à nous faire pas mal de blocages sur beaucoup de textes. Alors bon, avec plus, ça va être sans doute plus compliqué. Mais je sais aussi, et par de nombreux textes, on a pu le montrer, notamment un texte que j'ai porté sur le sport, que l'on pouvait se rejoindre malgré les clivages sur l'essentiel. Tout ça, ça nécessite de volonté. Il faut que la majorité et ses oppositions, parfois, fassent l'épreuve des deux côtés. Nous, moi, je veux bien qu'on tende la main. Quand on la refuse, comme ça a été le cas lors d'une interview que je livrais sur un autre plateau hier, bon, on se dit que ça va être plus compliqué. Mais moi, je sais très bien que l'alliance NUPES regroupe des gens qui sont très différents et qui, même s'ils se sont mis d'accord pour des questions de positionnement sur des circonscriptions sur 80% de leur programme, le 20%, je sais qu'il y a beaucoup de champs pour lesquels on va pouvoir se retrouver. Voilà. Oui, parce qu'en fait, ils vont de l'extrême gauche, selon vous, à la gauche centriste, c'est ça? Exactement. C'est assez divers, donc je pense que certains d'entre eux sont plus proches de nous.
Alors, si vous êtes élu dans votre circonscription, vous êtes en premier tour, donc en tête au premier tour. Deuxième tour, si vous êtes élu, quels sont les changements apportés clairement au niveau de l'école, puisqu'on est sur le grand JT de l'éducation, et donc au niveau de l'enseignement? Très concrètement. Ou dans la continuité, si je puis dire aussi. Dans la continuité. Vous étiez déjà députée. Voilà, j'étais déjà députée, très investie dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation. En fait, le rôle de député, il faut bien comprendre que c'est un rôle national. On va proposer, voter les lois, évaluer les politiques publiques. Et pour évaluer les politiques publiques, il faut qu'on regarde bien ce qui se passe sur le terrain. Regarder, c'est une c'en est une autre. Je vais vous prendre un exemple, c'est celui de l'orientation. L'orientation, ça concerne les élèves, leurs familles, les professeurs, mais pas seulement. Ça concerne aussi les entreprises, les administrations qui demain vont accueillir ces jeunes avec leurs compétences. Au sein du territoire de Clichy et Levallois, moi j'ai organisé il y a une dizaine de jours de cela une réunion entre des représentants du monde de l'éducation, chefs d'établissement, professeurs, et du monde de l'entreprise, responsables de RSE, de différentes entreprises. L'idée, c'est que comme on est un territoire très dense et très ramassé, on peut se rencontrer plus facilement. Il y a déjà des super initiatives qui se sont créées au sein d'établissements ou dans des entreprises. Moi, j'ai envie de les favoriser. Et là-dessus, on peut compter sur des connecteurs, c'est-à-dire des associations qui favorisent cette rencontre entre des jeunes et des mentors, entre des établissements et des entreprises. Et je pense qu'à notre échelle, on peut en faire un territoire pilote pour porter cette promesse du président de la République qui est de dire qu'à partir de la 5e, on pourrait consacrer une demi-journée par semaine à l'orientation. Il le faudrait, surtout avec les réformes du bac, on sait que l'orientation est de plus en plus difficile. Alors vous disiez tout à l'heure justement que la NUPES, donc, qui va compter et qui compte évidemment dans le paysage politique français, mais qui va d'autant plus compter avec les élections législatives, on l'a vu hier soir avec les scores très forts. La NUPES, il va falloir compter avec eux et vous n'êtes pas si loin de temps en temps sur vos programmes. Là, ils ont fixé donc 3 priorités pour l'éducation, je vais les citer: lutter contre la ségrégation scolaire, renforcer l'enseignement professionnel et revaloriser les personnels de l'éducation nationale. Est-ce que c'est vraiment éloigné? Je ne sais pas, je me pose la question parce que quand je vois les programmes... Non, c'est pas forcément très éloigné. C'est la manière dont on va le faire. Comment vous distinguez alors justement? Mais si je prends point par point. Allez-y. Alors on y va. Les inégalités et donc les inégalités face au financement justement. Ouais. C'est toute la lutte, c'est savoir comment on va financer justement pour arrêter on a déjà commencé. Ces fameuses inégalités. Quand on fait les CP et CE1 dédoublés, et dans ma circonscription, il y a 19 classes qui sont ainsi concernées, ça va dans ce domaine-là. On a déjà commencé. C'est-à-dire que les affirmations de la NUPES nous feraient porter un mauvais rôle alors que nous avons déjà commencé à lutter contre les inégalités. Mais il faut qu'on aille plus loin. Quand on parle de ségrégation sociale, d'inégalité, on sait très bien, par exemple dans les Hauts-de-Seine ou plus généralement à Paris et Première Couronne, qu'on a des phénomènes de concurrence entre les établissements privés et les établissements publics. Et malheureusement, ce n'est pas servir le dynamisme et la lutte contre les inégalités sur un territoire. Oui, mais ça peut changer réellement. Franchement, le privé et le public, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de différent? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On va prendre l'argent alloué, en fait, de l'État alloué au privé, on va le donner au public? Non, je pense qu'aujourd'hui, le public finance 75% des établissements privés. Il y a des contrats qui sont passés avec ces établissements. Peut-être que l'on peut regarder, je parlais tout à l'heure d'une démarche d'orientation sur un territoire, on peut regarder sur un territoire quelles sont les contributions de chacun des établissements sur la mixité. Et de se dire que quand on passe un contrat avec l'État, on se doit aussi de participer à la mixité, pas seulement de son établissement, mais aussi de ce que l'on va impulser sur un territoire donné. Je pense qu'on peut aller plus loin là-dedans sans aller à l'encontre de la liberté de ces établissements privés sur le recrutement de leurs élèves ou de leurs professeurs. Cantine scolaire à 1 €, ça a déjà été fait dans certains endroits. Est-ce qu'on peut imaginer la cantine gratuite pour tous ? Pourquoi pas? On a réfléchi. On s'est juste dit que parfois, c'était pas forcément garantir le meilleur service, la cantine gratuite. Et puis surtout, quand c'est gratuit, ça bénéficie. Le meilleur service, ça veut dire quoi? Les meilleurs plats, les meilleurs produits? Ouais, mais voilà. En fait, soit on a une exigence aussi. En fait, on peut prendre en charge et assurer la gratuité. Mais la gratuité, il y a quelqu'un qui peut payer. Est-ce que c'est vraiment de la justice sociale? Je ne suis pas sûre. Et si on doit tirer vers le bas, est-ce que c'est juste de proposer dans une cantine des produits qui ont été achetés à l'autre bout du monde et qui ne sont pas forcément de bonne qualité nutritive. Donc il faut à chaque fois produire local, en tout cas manger local, c'est ça? Essayer de raccourcir un maximum, donc être aussi penser à l'écologie. Oui, et c'est exactement ce qu'on avait porté dans la loi climat et résilience et dans la loi Egalim. C'est de se dire qu'il faut arriver à un niveau de service, mais qui soit compatible avec une vision
durable. Et quand on est en France une grosse puissance agroalimentaire et qu'on a des vrais mouvements de retour vers une consommation plus responsable, je pense que dans la restauration collective, on est un agent pour le faire. Tout dépend des régions dans lesquelles on habite aussi. Hein. C'est-à-dire que si une région plus agricole qu'une autre, ce sera peut-être plus facile aussi de manger local. Je reviens sur la cantine donc, gratuite. Ça voudrait dire que, selon vous, les familles qui ont plus les moyens devraient donc, se mettre à contribution pour pouvoir payer pour leurs enfants, alors que les familles qui ont moins les moyens... Mais c'est souvent le cas d'ailleurs. Sauf que ce que l'on a fait pour faire la cantine à 1 euro, c'est qu'on n'avait parfois pas de dégressivité de tarifs dans des communes qui ne pouvaient pas appliquer de politique générale. Elles n'avaient pas l'effet d'échelle. Ça nous permettait justement de dire, voilà, pour vous les classes les plus défavorisées, vous pourrez proposer la cantine à 1 euro, puisque nous en subventionnerons une partie auprès de votre collectivité locale. Mais on voit très bien qu'on a des tarifs différents pour ces cantines dans beaucoup de régions déjà, et je trouve que c'est normal. C'est comme l'impôt, en fait. C'est progressif, et je ne vois pas pourquoi une famille qui a plus les moyens ne devrait pas contribuer à la hauteur de ses moyens. Pas de différence avec la NUPES sur ce sujet. La NUPES est sans doute assez radicale dans ses propositions, un peu moins dans ses solutions. Autre point important qui va beaucoup compter dans les prochaines semaines, ce sont les fournitures scolaires. Ouais. Beaucoup de parents hurlent parce qu'effectivement ça coûte très très cher, les familles n'arrivent plus à tenir, on sait les problèmes que rencontrent les familles en France depuis quelques années maintenant avec la pandémie et puis les problèmes que l'on rencontre avec l'inflation. Comment fait-on pour qu'à la rentrée, c'est-à-dire dans 2 mois et demi, comment fait-on pour que les fournitures scolaires ne soient pas trop lourdes pour les familles? 2 réponses. La première, c'est qu'on a déjà augmenté au cours du quinquennat dernier la hauteur de l'allocation de rentrée. Deuxième réponse, et là on dépasse la question des simples fournitures scolaires pour la question du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, au mois de juillet, on a envie de proposer et de faire voter dès le mois de juillet un texte qui va pouvoir favoriser le pouvoir d'achat. Comment ? Eh bien, je suis fonctionnaire, je vais voir enfin mon indice dégelé. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, on n'avait pas de hausse de rémunération parce que l'indice était gelé. Je suis retraitée, alors bon, je suis peut-être moins concernée par des enfants en âge d'être scolarisés, mais je vais enfin voir ma pension indexée sur l'inflation, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et puis, c'est de pouvoir aussi renforcer et prolonger le bouclier sur l'énergie. Toute une série de mesures aussi sur les primes dites Macron, mais qui permettent aux salariés d'avoir jusqu'à 3 000 euros, puisqu'on triple la prime Macron, donc en plus sans charge. Toutes ces mesures-là, elles vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat, bien entendu. Mais en revanche, il y aura une aide spécifique pour les fournitures scolaires, une aide spécifique pour les lycées publics et collèges. À ma connaissance, est-ce qu'on poursuit une trajectoire de hausse comme on a vu? Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être soulevé justement dans nos discussions là au mois de juillet. Je continue les priorités du programme NUPES puisqu'elles sont face à vous par rapport aux législatives. Renforcer l'enseignement professionnel. Vous avez rendu un rapport il y a 4 ans maintenant, que vous avez monté avec un chef dont le nom m'échappe à l'instant. Régis Marcon. Voilà, Régis Marcon, merci. Est-ce que, vous parliez d'orientation tout à l'heure, est-ce que l'orientation, c'est vraiment le véritable enjeu, justement, pour que tous ces jeunes, par exemple, qui vont en BTS, gestion, action commerciale ou autre, puissent retrouver, en fait, une issue avec vraiment un taux d'insertion intéressant par la suite? C'est fondamental. Et l'orientation, c'est le chemin que va pouvoir parcourir un élève dans son parcours de formation, mais cette orientation, elle ne peut pas être décorrélée des opportunités et des besoins aussi de l'économie. Si je forme toute une jeunesse à des métiers qui n'existeront plus dans 5 ans, je les trompe en fait. Donc il va falloir faire dialoguer davantage l'économie et l'éducation. On a réduit par exemple des nombres de places dans des formations qui étaient les bacs pro gestion administration qui débouchaient pas forcément sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on avait des jeunes qui étaient formés mais qui n'arrivaient pas à s'insérer sur le marché du travail. Donc soit on rehausse le niveau, soit on dit non mais en fait il faut plutôt les guider vers autre chose. Et donc on n'est pas dans l'adéquationnisme, parce que quand j'ai fait ce rapport il y a 4 ans, on disait oui, mais vous voulez faire de l'adéquationnisme. Je dis mais ça veut dire quoi, adéquationnisme? En fait, c'est de dire l'accusation de quelques syndicats, c'était de dire mais en fait vous allez orienter de force les jeunes là vers les besoins de l'économie. Et je dis mais attention, parce que à force de faire du désadéquationnisme, vous trompez les jeunes justement, parce que vous ne les orientez pas non plus vers ce qui. Et puis en fait, il y a quelque chose à toujours garder au cœur, c'est que l'orientation,
Et l'avenir de notre nation, c'est l'avenir de notre nation, l'émancipation d'individus. Et à un moment, il faut qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire que je ne peux pas forcer des individus à aller répondre uniquement aux besoins de l'économie. Je ne peux pas non plus faire que l'économie s'adapte avec les compétences qu'auraient eues ces individus. Donc on est toujours dans cette recherche. Mais pour en revenir sur l'enseignement professionnel, on a une vraie révolution culturelle à faire. Et c'est pas seulement pour les élèves et leurs familles, mais c'est pour toute la société. C'est de reconsidérer, on commence vraiment à le faire avec l'apprentissage. Il faut qu'on fasse pour le lycée professionnel tout ce qu'on a fait pour l'apprentissage. On a redoré la façon dont étaient perçus les apprentis. Il faut qu'on le fasse aussi pour le lycée professionnel. Vous parliez justement du problème de l'insertion et de la possibilité de trouver une insertion, enfin la réorientation, pardon, et de retrouver une insertion après. Évidemment, on se pose la question de ces métiers, comme le métier de prof, qui a besoin de mains, a besoin de profs, mais malheureusement, il n'y a pas. Le métier est très difficile, la situation est très compliquée, il y a un désintérêt profond, on le sait, on l'a tous dit ici plusieurs fois, on en a parlé ensemble. Il y a évidemment la question des salaires, mais il y a le problème de l'attractivité. Est-ce que véritablement, quand on justement réoriente les élèves, est-ce qu'on les oriente vers des métiers qui sont aussi difficiles, comme infirmier ou prof par exemple, mais pour autant où on a besoin de mains? Vous pointez un besoin de main, justement, dans l'enseignement. Et c'est assez triste. Moi, je suis fille d'institutrice, donc je vois que ce métier a été transformé. Si ma maman, dans les années 70, s'est lancée dans ce métier, c'était par passion. Elle a vu arriver dans les années 90 des personnes qui rejoignaient ce métier pour la sécurité de l'emploi. Et pas forcément par passion. Et puis, on a vu de moins en moins de gens arriver à vouloir se dire prof, quelquefois en reconversion de carrière. Oui, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Mais clairement, vous avez pointé la rémunération. Nous avons commencé lors de ce quinquennat à faire une revalorisation, mais on part de tellement... Des démarrants, des débutants. Des débutants, mais en fait, ça participe à l'attractivité, mais il faut le faire davantage. Écoutez, excusez-moi, j'ai fait le dépouillement des voix hier soir. D'accord ? J'étais à côté d'un professeur de philo, une ancienne prof de philo. 30 ans, prof de philo, elle gagnait rien au bout de 30 ans, ou presque rien. Comment est-ce possible se dire, oui, on a revalorisé, certes, les profs qui démarrent, d'accord, qui débutent, mais comment on peut se retrouver après à se dire, ça va être difficile pour moi, toujours de me loger, de me nourrir, etc. Et encore plus quand je me retrouve à la retraite. Ouais, et surtout ici, et voilà, quand on est en région parisienne, on a à peu près le même salaire, et par contre, les niveaux de loyer sont plus chers. On nous a souvent dit, vous aurez une bonne retraite. Vous pouvez être mal payé, vous aurez une bonne retraite. C'était vraiment au cœur de nos débats. Et moi, c'est quelque chose sur que... Mais il y a 50 ans, ou même assez récemment, en disant acceptez d'être mal payé, vous aurez une bonne retraite. Quand on a commencé à faire la commission spéciale retraite dans laquelle j'étais en 2019 et début 2020, moi, je me suis vraiment dit c'est l'occasion, enfin, de se dire qu'on va pouvoir mieux payer les enseignants et pas se draper derrière mais oui, mais vous aurez une bonne retraite. Moi, je pense fondamentalement quelque chose. Le métier d'enseignant, c'est très bien. C'est très chouette. C'est parfois très dur. Mais en fait, on ne devrait pas forcément le faire toute sa vie. Par contre, chaque personne devrait enseigner une fois dans sa vie. Enseigner, ça permettrait... Pour ceux pour qui c'est une vocation, vous ne pouvez pas leur dire ça. Je ne vais pas les empêcher. On ne va pas leur dire, écoutez, non, alors c'est une vocation, mais comme tu es mal payé, écoute, fais ça 10 ans, puis après tu changes. Non, alors, ce sur quoi je veux insister, c'est la deuxième partie, c'est de se dire que chacun en devrait enseigner un moment dans sa vie. Parce que on se rendrait compte de la difficulté et des compétences que ça demande, parce que l'on voit autrement ça qu'avec nos yeux d'élèves, mais quand on est devant des étudiants ou des élèves, on se dit « Ah oui, je respecte d'autant plus le métier de professeur ». Et du coup, ça voudrait dire que si tout le monde s'y met un peu, on aura un regard plus partagé de la société sur la valeur que c'est d'enseigner. Parce qu'on a eu une véritable transformation. On avait d'abord le professeur qui détenait le savoir avec quelques livres. Et maintenant, on a l'impression que le savoir est partout. Le métier de professeur doit changer. Il a commencé à changer. L'esprit critique est beaucoup plus au cœur de ce que font les enseignants dès les premières années. Il va falloir encore plus y aller. Mais moi, j'encourage, parce que j'en ai fait l'expérience d'enseigner une année
Vous avez enseigné quoi? Alors j'ai enseigné dans l'enseignement supérieur, donc c'est pas du tout ce que pourrait être une autre, mais ça m'a montré qu'il fallait préparer ces cours. Moi j'ai enseigné la communication, puisque j'étais professionnelle de communication et j'ai enseigné dans une école de communication. Quand vous avez un module de plusieurs dizaines d'heures à étaler sur l'année et que vous avez en face de vous une autre génération, vous vous rendez compte du côté très défi, challenge que représente le fait de se retrouver devant ces dizaines d'élèves et d'être pleinement concentré. On n'est pas comme dans d'autres métiers où on peut s'autoriser la pause café. Voilà. Alors là, les parents se sont un peu improvisés pendant cette pandémie, pendant le Covid, professeurs à la maison, et se sont rendus compte de la difficulté qui était d'enseigner, ou en tout cas de faire les devoirs aux enfants, etc. Ils l'ont tous dit. Et pour autant, ça n'a pas changé la situation des professeurs vis-à-vis des parents ou des élèves. C'est une situation qui est complexe, ils ne sont pas souvent respectés. L'image des professeurs est très, très, très mal perçue. On dit tout le temps qu'ils sont en vacances, qu'ils ne foutent rien et qu'ils ne sont pas contents, etc. Ce qui, évidemment, est faux. Et donc, comment renouer ce dialogue et comment faire en sorte de revaloriser à la fois, évidemment, les salaires, mais aussi l'image de ces profs et rendre ce métier attractif? C'est au cœur du chantier sur l'éducation. Vous l'avez entendu, le président de la République. Mais on n'a que 5 ans, là. Eh ben, on a fait des choses pas mal en 5 ans. Donc là, en 5 ans à venir, on va pouvoir le faire. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas seulement une histoire de professeurs ou d'élèves ou de parents, c'est une histoire de société. Et quand on aura à dire il faut revaloriser de manière générale, comme on l'a fait, les rémunérations, c'est une chose. De l'autre côté, il y a aussi rémunérer des missions qui ne sont pas assez reconnues, mais qui sont pourtant faites aujourd'hui. Et puis, rémunérer des nouvelles missions. Et vous avez parlé de la question du temps du travail. Il y a des professeurs qui se démènent pendant leurs vacances pour accompagner plus personnellement leurs élèves. C'est pas forcément reconnu. Et d'ailleurs, ils le font pas forcément pour être plus rémunérés. C'est parce que, comme vous le disiez, il y a de la vocation. Mais il y a un moment, pour plus de justice, il faudrait les reconnaître. Et les reconnaître pourrait attirer aussi d'autres profils à rejoindre l'enseignement. Mais est-ce que vous allez revaloriser aussi les salaires qui sont des salaires d'enseignants qui travaillent depuis 10 ans ou 15 ans dans l'enseignement? Oui. Est-ce que tous les salaires des enseignants vont être à la hausse? Juillet. En fait, quand on parlait du pouvoir d'achat... Parce qu'au mois de septembre, est-ce qu'on aura un prof devant chaque classe? Alors, ça, c'est un autre... Mais je vais revenir sur la rémunération. En fait, très automatiquement, avec le dégel des points d'indice, on va avoir pour l'ensemble des fonctionnaires, et donc, a priori, les enseignants, une hausse. Donc ça, c'est cet été. C'est cet été, c'est voté, et c'est sur les fiches de paie. Elle va être suffisamment marquante pour que les professeurs aient envie de revenir? Du courage. C'est pour ça qu'on veut les compléter aussi avec de la reconnaissance et de la rémunération de missions supplémentaires. Reconnaissance de missions accomplies et rémunération de missions. Vous parlez de l'absence des profs. Oui, en fait, on nous en parle toujours, surtout au collège. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiète sur la rentrée, par exemple, dans votre circonscription? Est-ce que vous avez peur qu'il manque de professeurs pour chaque classe? Il en manque déjà un petit peu. Oui, en fait, on sait très bien que ça va être en tension et qu'on veut montrer, et on a eu des opérations de recrutement pour pouvoir combler dans l'Académie de Versailles des besoins. Avec job dating, ça a marché? Je ne sais pas combien de personnes ont été recrutées, quels sont les profils, mais en tout cas, c'est une démarche qui montre qu'on a besoin et envie de mettre des professeurs devant les élèves. Et ce n'est pas les mettre seulement là, c'est aussi de mettre des gens qui sont capables aussi d'avoir une bonne approche de l'éducation. Alors l'éducation, c'est aussi un autre sujet qui vous touche, et moi aussi, c'est le sport à l'école. On a l'impression que le sport, c'est la récréation, c'est le moment de détente. Ils ont fait leur petite récré d'un côté, et puis après, ils vont aller se défouler en faisant 2-3 tours de parc. C'est un peu considéré comme un parent pauvre, si je puis dire, déconsidéré même. Vous avez mis en place les 30 minutes d'éducation physique et sportive par jour dans certaines écoles. Cela concernait, je crois, j'ai noté 500 000 élèves de 7 000 écoles primaires volontaires. Est-ce que déjà ça a été appliqué dans les 7 000 écoles ? Dans les 7000, oui, mais pas forcément appliqué de la même façon. Vous aviez, par exemple, 30 minutes en début de journée pour les uns. Parfois, c'était sur la pause méridienne. Parfois, c'était pris en charge directement par les professeurs des écoles. D'autres fois, on faisait intervenir quelqu'un d'une association. Donc, en fait, c'est 7000
cas ont été une terrain de pratique. Et aujourd'hui, l'idée est de généraliser dès la rentrée prochaine ces 30 minutes d'activité. Enfin, on bouge 30 minutes. C'est réalisable vraiment, ça, pour toutes les écoles françaises ? Moi, je pense que c'est réalisable. Pourquoi ? C'est parce qu'on va aussi ouvrir sur le terrain sportif à l'extérieur de l'école. Je parle d'associations ou de clubs qui peuvent avoir des éducateurs, qui peuvent avoir des intervenants, qui vont pouvoir participer comme ça à une façon d'accompagner les professeurs sur une manière de... faire découvrir le sport. Et pour moi, c'est une véritable opportunité aussi pour ces acteurs associatifs, sportifs, de montrer ce qu'ils font et peut-être de faire venir au courant de l'année des jeunes sportifs qui vont rejoindre et qui seront aidés, encore une fois, par le Pass Sport. C'est ce qu'on avait lancé au cours de la pandémie pour pouvoir, parce qu'on avait vu que le nombre de licences avait chuté incroyablement puisque les activités sportives n'étaient plus possibles. Pour relancer la machine, on avait mis 50 € pour les enfants à partir de 6 ans pour pouvoir leur permettre l'inscription dans un club. On peut se dire que par ces différents biais, que ce soit 30 minutes ou encore le Pass Sport, on invite les plus jeunes à embrasser les activités sportives aussi en dehors de l'école. Mais ce n'est pas voler aussi le gagne-pain des professeurs d'éducation physique et sportive que de confier ces cours-là aux bénévoles, aux associations ? Alors, quand on parle des 30 minutes d'activité physique et sportive, on est dans les écoles primaires. Et les écoles primaires, ce sont les professeurs qui eux-mêmes font jusqu'à 3 heures de sport normalement dans la semaine. Ce sont les professeurs des écoles. Il y a quelques villes qui ont mis en place des professeurs spécialisés qui tournent dans les écoles, mais c'est plutôt rare. Donc là, c'est le primaire. Les professeurs d'EPS, c'est à partir du collège. Et les professeurs d'EPS, non seulement enseignent en scolaire, mais aussi ce qu'on appelle le sport scolaire, c'est-à-dire l'UNSS, sur la pause méridienne ou en dehors des cours. Ils ont jusqu'à 3 heures à consacrer à ces... donc en fait, il y a déjà une place pour eux dans ce qui est le périscolaire. Et ça, c'est au niveau du collège. Pas de concurrence avec les 30 minutes qui sont pour l'école primaire. On peut rappeler à quel point le sport est important, mais aussi de se poser la question de ce cours, donc non pas de sport, mais d'éducation physique et sportive, parce que je crois qu'il y a une vraie distinction à faire. Est-ce que c'est là aussi où on peut former les véritables sportifs de demain, à l'école ? On peut les repérer et puis on les orienter ensuite sur les sports-études. Je pense que c'est effectivement le côté repérage qui peut être fait. Je pense que le plus important, au-delà du repérage du futur champion, c'est qu'au sein de ces cours, on apprend à vivre ensemble. Quand vous faites un sport collectif, et on a tous appris à aller un peu de hand, un peu de basket, on apprend des règles communes. On apprend aussi à se faire confiance. On apprend à constituer une équipe. Je pense que ça, c'est dans ces cours-là où on arrive au-delà d'avoir une meilleure santé parce qu'on se bouge et on travaille son souffle, c'est plutôt la notion de respect. Et de vie en société, ouais. J'entends. Les activités sportives coûtent de l'argent soit à la commune, soit au département, soit à la région, mais coûtent de l'argent aussi aux familles. Comment faire pour que les enfants, justement, aient de plus en plus d'activités sportives aussi en dehors de l'école ou dans le cadre de l'institution ? Ouais, alors 2 choses. Peut-être je vais reparler du Pass Sport qui permet d'abaisser l'inscription à un club. Et deuxième chose, je pense que là, on a vraiment besoin de renforcer les liens entre le scolaire et le périscolaire. Dans ma circonscription, dans la ville de Levallois, les liens sont très forts et depuis de nombreuses années, au moins une génération. Vous avez ce qu'on appelle la ruche qui va chercher les élèves à la sortie des écoles et leur permettre des tout jeunes d'aller découvrir différents sports. Tous les 15 jours, ils peuvent changer de sport. Donc, vous imaginez, ils ont une palette de découvertes, ce qui fait que l'année suivante, quand ils doivent s'inscrire dans une des sections du Levallois Sporting Club, ils ont déjà testé. Donc, on est sûr qu'ils ne vont pas, au bout d'un mois, dire « Non, mais en fait, je déteste le judo, quoi. » Non, voilà. Donc, ils l'ont déjà testé. Ils ont pris goût à quelques toutes les familles peuvent avoir accès ? Toutes les familles peuvent s'y inscrire. Alors, je crois que c'est... S'y inscrire, j'imagine, j'espère bien. Voilà. Il ne faut pas de discrimination, mais avoir accès financièrement. Ah oui, bah, alors pour le coup, c'est très facile d'accès et je crois que c'est même dégressif, etc. C'est vraiment une démocratisation et ça vraiment, enfin, je dois saluer l'action de la mairie de Levallois dessus depuis des années. C'est vraiment de casser le temps, enfin de casser le mur parfois qu'il existe entre le temps scolaire et le temps périscolaire et entre bien ce qui serait du domaine de l'école et puis ces acteurs autour qui peuvent contribuer à l'épanouissement des plus jeunes. C'est super pour les parents aussi. Parce que du coup, il y a une continuité, il y a un vrai continuum entre l'école et ce qui se passe après l'école. Donc, c'est un facteur multi-avantageux.
Merci Céline Calvez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes candidate de la majorité présidentielle aux élections législatives dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonne chance pour le 2e tour. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses. Je l'aurais fait pour n'importe quel parti. Je ne prends pas parti justement, sachez-le. Mais voilà, je me permets de vous souhaiter bonne chance. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On marque une courte pause et on revient. Ne bougez pas. En plateau, des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour sur le plateau du Grand JT, on est avec Emma Guessel, journaliste sur School TV. Merci d'être toujours là. Et puis avec Virginie Hooper. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'être venue sur le Grand JT. Alors la finale du challenge Un son, une leçon, c'est demain. Oui. Mais alors pour comprendre eh bien, de quoi il s'agit, j'aimerais que vous m'expliquiez l'idée générale du projet. Alors l'idée générale du projet, c'est de faire écrire des chansons sur des leçons à des enfants, à des classes. Et donc, ils ont leur leçon et ils l'écrivent en chanson et ils la chantent. Voilà. Vous êtes enseignante au départ, c'est ça? Oui, toujours j'ai maintenant enseigné depuis ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Vous enseignez Je suis quoi? professeure des écoles. Professeur des écoles, d'accord. Oui. Et vous êtes rendu compte que finalement, apprendre en chantant, ça fonctionnait beaucoup mieux? Oui, et puis on a fait, en fait, on travaille avec l'application StudyTracks qui met en chanson des leçons, avec toute une équipe de professeurs et des artistes et en studio. Et on a fait des tests au CNRS sur cette méthode qui montre qu'on retient plus en musique. C'est vrai que l'alphabet, moi, je l'ai appris comme ça. Vous aussi, Emma, ou pas? Moi, j'ai appris les chansons surtout en langue vivante. Oui. Ça aide pour apprendre le vocabulaire. Voilà, moi, c'est A, B, C, D. Moi, je chante très, très mal. Mais enfin, bref. Mais c'est ce que je fais, en tout cas, avec ma fille qui a 4 ans. Et c'est vrai que ça marche très, très bien. Et dans plusieurs langues, effectivement. Alors, ce challenge, vous l'avez initié avec un programme d'insertion avec l'association Faites le Mur. Exactement, oui. Grâce à Faites le Mur, on a pu faire bénéficier plus de 80 classes, donc plus de 2000 élèves qui a bénéficié de ce programme, de cette méthode. Et puis, on a les 8 finalistes. Demain, c'est la grande finale. Alors, on peut prendre un exemple de leçon. Je ne sais pas lequel, dites-moi. Un exemple et une chanson. Comment on met en pratique, justement? Ah oui, alors, n'importe une leçon d'histoire. Prenons une leçon d'histoire sur Louis XIV. Oui. Donc, les élèves, on va les voir. Ou alors, ils travaillent avec leur enseignante. Ou on a aussi des ateliers avec des professeurs comme moi. On va travailler avec eux sur l'écriture, d'abord. Donc, on leur demande de structurer leur leçon afin qu'il n'y ait plus que 2 ou 3 paragraphes maximum, de la résumer. Donc, ils travaillent souvent en groupe
Puis ensuite, on voit comment est constituée une chanson, un peu sur le thème d'un poème, en fait. Il faut qu'il y ait des vers, il faut qu'il y ait, que les vers soient courts, donc il faut couper les phrases. Qu'il y ait une rythmique Qu'il y ait une rythmique. La rythmique, vous l'écrivez dès le départ, en fait, avec les mots, ou alors est-ce que vous initiez une composition, une musique, pour pouvoir après y insérer une rythmique? Donc, une fois qu'on a écrit la chanson sans la rythmique, on crée un refrain aussi qui doit résumer un peu tout ce qu'on a vu, qui soit porteur. Et bien là, un artiste vient en scène, on va dire, dans la classe, et travaille avec les élèves sur la rythmique, sur les mélodies, sur le style de musique qu'ils aiment. Et c'est eux qui créent leur musique comme ça avec cet artiste. Et donc sur Louis XIV, il raconte quoi? Il raconte l'histoire de Louis XIV, par exemple, ou ça peut être qu'une période, ça peut être la journée de Louis XIV, c'est intéressant. Ça peut, voilà, ça dépend de ce qu'il demande. Mais ça ne prend pas plus de temps d'écrire la chanson que d'apprendre la leçon? Ah si, alors là c'est particulier. Sinon, il y a une banque de chansons qui leur est offerte, justement. Il y a plus de 1800 chansons où là, les enseignants utilisent différemment. Ils l'utilisent soit en pédagogie inversée, soit en devoir ou en révision. Donc là, ça ne leur prend pas de temps du tout. Là, c'était pour le challenge, justement, de un son, une leçon. Alors demain, il y a 8 classes qui vont s'affronter. Oui. 8 classes qui viennent d'où? Un peu partout en France. On a Reims, Bar-le-Duc, Lille, la région parisienne. Enfin, voilà. Et quels sont les critères, en fait, qui vont permettre d'évaluer ces 8 classes? Oh là là, alors on a pas mal de critères. On a le critère pédagogique, donc il faut qu'il reste dans le programme. Parce que là, c'est sur le cycle 3, donc on est en CM1, CM2, 6e. Donc, critère pédagogique, il faut que la leçon, la chanson soit dans le programme scolaire. Il faut que ça ressemble à une chanson. Donc, on ait des couplets, des refrains, des rimes. Mais ça peut être du rap? Ça peut être du rap, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Du slam et tout. Du slam, il y en a. Il y a des mélanges aussi. La musique classique, mais avec des paroles. Enfin, oui, je sais pas, exactement. un Carmen. Moi, je suis allée voir toutes les classes, il y a un peu de tout. Donc, voilà, il y a accompagnement guitare, il y a un enfant qui va jouer de la trompette. Enfin, c'est vraiment... Ah oui, parce que alors, les enfants qui sont musiciens peuvent se permettre aussi d'ajouter leur petite touche personnelle. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Ils ont tous écrit, on a eu le travail... On a un travail pluridisciplinaire, donc ils ont fait du français, ils ont fait de la musique, ils ont chorégraphié, ils ont fait une mise en scène. Donc ça, c'est un des critères, la mise en scène, le chant, bien sûr, et puis la cohésion de groupe. On voit qu'ils s'entendent bien, qu'ils ont bien appris ensemble. Et alors, le jury va être composé de qui? Alors, on a le président de l'association Faites le Mur, évidemment, Yannick Noah, qui sera le président du jury. C'est chic. Ouais. On l'adore. Exactement. On le salue quand même. Hein. Bravo. Il est génial. Oui. Oui. Et puis, toujours présent, et puis il est super avec les enfants. On a Héloïse Martin, une actrice, Icar, un chanteur aussi, et Soumeya, chanteuse aussi. Ah, mais sacré jury, attends. Ah oui, bien. On n'a pas pensé à nous, c'est étrange, non? Et nous, l'année prochaine, si vous voulez. Ok, et alors eux, ils ont déjà l'habitude, enfin Yannick et évidemment Noah, on se doute qu'il connaît déjà le projet, mais est-ce que les autres artistes ont été sensibilisés justement au projet avant? Alors oui, Héloïse Martin, qui n'est pas chanteuse à la base, a enregistré une chanson sur accepter les différences dans les écoles. Et elle va être jugée justement par le public, c'est elle qui juge. Par les élèves. C'est elle qui juge. Ce serait drôle d'inverser les rôles. Oui. Façon The Voice, en fait, on inverse. C'est vrai. Ouais. Et puis, Car a fait pas mal de chansons aussi pour pédagogique, justement, aussi. Et alors, comment réagissent les élèves quand vous leur parlez de ce projet? Ça leur apporte quoi? Alors, ils adorent. Alors déjà... ils ont de l'intérêt sur le projet et donc sur la leçon. Ils se rendent compte qu'ils apprennent plus vite en plus. Et puis, ils travaillent sans s'en rendre compte. Donc, ils aiment. Ils sont contents. Quand on arrive dans les classes, ils sont « Oui, super, c'est notre répétition. » Enfin, voilà. Donc, ils sont très emballés. Après, effectivement, une leçon sur Louis XIV, normalement, elle s'apprend en un cours, a priori. Oui, mais après, il faut l'apprendre à la maison. Oui, voilà. Mais donc là, ils vont avoir plusieurs semaines, j'imagine, pour s'entraîner, c'est ça? Oui. Mais là, on a plus un projet de spectacle à la fin. Voilà, de spectacle. On pourrait imaginer que ça puisse se traduire différemment aussi, mais à la maison, pour d'autres enfants qui veulent apprendre de manière plus facile, peut-être que c'est une option à proposer aux parents et aux autres professeurs. C'est déjà le cas, en fait, parce qu'avec Faites le Mur, on leur offre l'application où il y a toutes ces chansons... Studitrax. Studitrax, voilà. Donc, on leur offre et les professeurs l'utilisent
où les enfants l'écoutent eux-mêmes chez eux pour apprendre leurs leçons. Elle est gratuite, l'application? Alors, elle est gratuite pour les bénéficiaires de Faites le mur, sinon elle est payante. Elle coûte combien pour ceux qui nous regardent, qui veulent la télécharger? Qu'ils aillent voir, ça dépend de ce qu'ils cherchent. Voilà, exactement. Elle est gratuite. Pour accéder aux chansons, elle est gratuite. Après, il y a des petits jeux qui sont payants, mais... Vous qui aimez chanter, Emma, vous auriez aimé qu'à l'école, vous puissiez moi, j'apprenais mes cours en chantant. Je me faisais mon petit truc à moi pour me retenir, surtout en latin. Ah oui? Ah oui? Ouais. Bah oui. Rosarum. Ça, je sais plus du tout ce que c'est. Mais du coup, Rosarum. Rosarum rosis rosis. Très bien. N'est-ce pas? Ah oui, bravo. Merci, voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Mais est-ce que du coup ça améliore les notes des élèves? Oui, alors oui, vraiment. Et ils retiennent vraiment mieux. Certains élèves nous ont dit « Ah ben moi j'écoute, ça me fait plaisir d'écouter chez moi. » Et puis finalement j'ai retenu, j'ai un contrôle. J'ai un élève qui m'a dit « J'ai un contrôle cet après-midi, j'ai écouté la chanson. Je me souviens, c'était l'Empire romain. » Enfin, voilà. Une autre enseignante qui m'a dit « J'ai pas besoin de les évaluer parce qu'ils connaissent la chanson par cœur. Donc je ne ferai pas de contrôle. » Formidable. Et alors le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il remporte? Le gagnant. Ou la gagnante? Oui, c'est la classe gagnante, on va dire. Parce que c'est par classe. Donc la classe gagnante remporte, outre les médailles, les trophées, l'enregistrement de leurs chansons en studio avec Yannick Noah. Waouh! On participe? Ouais. C'est-à-dire que moi, je me tairais. Je ferais semblant. Je ferais que le... Mais non, on vous rapperait, Virginie, enfin. Enfin, si Emma participe, ça marche. D'accord. Parce elle chante vraiment très très bien. Mais moi, c'est une catastrophe. Mais donc, donc on enregistre le titre avec Yannick Noah au studio. Oui. Mais un titre qui sera diffusé où? Alors, déjà, on l'offre aux enfants. Et s'il y a accord, on le mettra sur les plateformes. Fabuleux. Écoutez, merci mille fois, Virginie Hooper, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invitée. Et de nous parler bien de ce projet Un son, une leçon et l'application dans StudiTrax qu'on peut télécharger. Évidemment, un son, une leçon, si un enseignant nous a regardé et veut bien faire appel à vous, il fait comment? Alors, il contacte Faites le mur, l'association Faites le mur, et puis voilà, et puis avec plaisir, on le fera participer pour l'année prochaine. Ok, avec joie. Merci en tout cas Virginie Hooper. Merci Emma d'avoir été avec nous aussi. Allez, c'est l'heure de remonter le temps et je vais être seule en plateau avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc, alors bonjour. Un thème ô combien important cette semaine puisque vous allez nous parler de l'enseignement pour les enfants handicapés à travers les âges. Oui, et d'emblée, peut-être un petit mot d'excuse pour les gens qui viennent voir cette chronique pour se cultiver bien sûr, mais peut-être aussi pour rigoler à nos petites blagounettes, nos petites galéjades. Bon, cette fois on va être un tout petit peu plus grave, un tout petit peu plus sérieux, mais restez quand même bien là avec nous parce que ça va être extrêmement intéressant. Avec déjà une très triste réalité. Figurez-vous qu'il a fallu attendre très longtemps, le 18e siècle même, pour que les enfants handicapés, mal formés et autistes aient le droit à une instruction comme tous les autres. C'est long et en même temps, en fait, ça correspond à la façon dont on a considéré en fait le handicap dans les différentes sociétés. Comment ça s'est passé justement? Alors racontez-moi. Il faut savoir que tout au long de l'Antiquité, les enfants handicapés, mal formés ou autistes étaient abandonnés ou tués. Voilà, déjà on ne savait pas trop quoi en faire. Et ensuite on considérait en fait que c'était une punition divine. Voilà, une malédiction qui était envoyée aux parents parce qu'ils avaient fait quelque chose de pas bien. Ah oui, vraiment, les mauvaises actions. Oui, c'est ça. C'était une punition en réalité, une punition divine. C'est horrible, ça s'arrête quand cette histoire? Ça s'arrête au IVe siècle de notre ère. Heureusement, pour ce qui est de l'Empire romain, l'infanticide est officiellement interdit et les enfants handicapés doivent être élevés par leurs parents. D'accord, mais élevés par leurs parents uniquement, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à l'éducation? Non, ils sont tolérés déjà, ils vivent, c'est déjà pas mal, mais à part mendier, à part travailler avec leurs parents quand ils en ont la capacité, ils ne reçoivent évidemment absolument aucune instruction. Et alors ça évolue quand cette histoire? Quelle époque on peut voir les enfants arriver à l'école? Alors, tout au long du Moyen-Âge, il y a quelques initiatives pour les enfants, notamment de la part des paroisses, de la part des hôpitaux, de la part des asiles, mais il n'y a pas de notion d'apprentissage. C'est un accompagnement, c'est des soins, mais pas un apprentissage. Et puis, il y a une date à retenir, c'est 1760. Il y a un clerc qui s'appelle l'abbé de l'Épée qui crée à Paris la première école pour les sourds-muets.
C'est le tout premier et il le destine aux enfants issus de familles pauvres ou indigentes. Et un petit peu plus tard, 1784, il est imité par un pédagogue qui s'appelle Valentin Ahuy. Et lui, il est le premier à accompagner et à apprendre des choses aux enfants qui sont nés aveugles. Et il met en place d'ailleurs un enseignement spécifique pour eux. Et les progrès de ces élèves sont si impressionnants que ça arrive jusqu'au gouvernement. Et en 1791, eh bien, l'Assemblée nationale, par décret, garantit des lieux et du financement pour des écoles destinées aux sourds-muets et aux aveugles-nés. On peut lui rendre hommage. Attendez, redites-moi le nom. Valentin Ahuy et puis l'abbé de l'épée. Voilà. Alors donc c'est la naissance officielle de l'enseignement spécialisé au moment où justement il crée cet enseignement pour les aveugles. Oui, 1791, c'est à peu près effectivement la date où tout commence, même si quand même pendant un long moment ça reste assez marginal et porté par des initiatives privées. Par exemple, 1880, Désiré Magloire Bourneville, c'est un homme politique qui a fondé des revues médicales, qui était très engagé dans l'évolution du système hospitalier. Et bien lui, il se préoccupe spécifiquement de ceux qu'à l'époque on appelle les idiots, les imbéciles. C'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont évidemment les enfants autistes, peu importe leur degré d'ailleurs. Et lui, il propose en fait une approche spécifique pédagogique qui est adaptée aux troubles de chaque enfant, basée sur du matériel ludique, sensoriel et une approche aussi motrice, mais surtout positive. Et ça change tout et ça marche. Sauf que malheureusement, les bonnes idées c'est bien, mais s'il n'y a pas de personnel formé autour, ça ne permet pas en fait une expansion et ça freine le déploiement de ce type d'école. Et au XXe siècle, c'est pas la panacée non plus. Non, enfin en tout cas au début du XXe siècle, non. Le problème, c'est que l'école obligatoire et gratuite de Jules Ferry a été mise en place à peu près 20 ans auparavant, mais aucune école publique n'est adaptée pour accueillir des enfants handicapés, mal formés ou autistes. Donc finalement, il n'y a que des établissements privés qui sont financés par des mécènes, il y a aussi les hôpitaux, les asiles, mais c'est tout. Et on avance un peu dans le temps. En 1963, l'obligation scolaire est réaffirmée pour tous les enfants handicapés ou autistes qui trouvent ainsi leur place dans des classes dites normales. Donc là, on essaye de faire rentrer le handicap dans l'école normale. Et dans la foulée, pendant une dizaine d'années, on développe des structures spécialisées pour accueillir aussi ces enfants et prévenir évidemment les échecs scolaires. Et ils changent le vocabulaire, j'espère, parce que les appelaient idiots à l'époque, évidemment. Donc en 75, c'est ça, il y a un tournant ? Alors 75, gros tournant, c'est la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées qui veut assurer à chaque fois que c'est possible l'accès à l'éducation dite ordinaire aux enfants et aux adolescents handicapés. 1982, 1983, il y a des circulaires qui viennent renforcer tout ça et marquer la volonté du gouvernement d'accompagner ces jeunes, notamment en permettant à du personnel spécialisé de venir dans les établissements. Voilà, et ça c'est tout à fait nouveau et ils mettent surtout en place le projet éducatif personnalisé qui permet d'adapter la scolarité à chaque enfant. Et puis alors en 2005, une loi encore renforce l'adaptation matérielle, organisationnelle des établissements publics et veille surtout à la mise en place des dispositifs qui existent déjà. Voilà, tout n'est pas parfait, c'est vrai. Et puis évidemment, certains handicaps n'ont pas forcément leur place dans l'école publique. Je pense notamment à la cécité, je pense notamment à la surdité, où il faut évidemment un enseignement très particulier. Et un matériel aussi. Et un matériel aussi particulier. Mais franchement, quand on regarde l'histoire, quand on regarde d'où on vient, on n'est quand même pas trop loin de quelque chose qui tienne la route. Voilà. Mais il y a beaucoup de boulot, évidemment. Eh bien, heureusement qu'on a évolué. Sur oui. beaucoup de sujets, mais notamment sur celui-là, sur tous les enfants en situation de handicap, qu'on embrasse, qu'on salue. Oui. Et on retraitera bien sûr ce sujet très souvent sur le plateau de Scout TV. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Alors on continue, on continue avec Souvenir d'écolier et Malika Ménard qui reçoit aujourd'hui un invité de marque. Regardez, je ne dis rien. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Jérémy Demey. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, vous êtes humoriste. Humoriste. Vous avez d'abord débuté au Québec, votre carrière, exact. En 2008. C'est un succès. Oui. Vous avez même écrit 3 best-sellers, oui. vendus à plus de 150 000 exemplaires. Exact. Et là, vous venez de rentrer en France, votre pays d'origine, puisque vous êtes né à Paris, grandi à Dijon. Oui. Vous produisez 2 soirs par semaine. Au Théâtre La République. Et là, vous venez tout juste de sortir également un des livres qui est sorti au Québec, en France. Exactement, le premier, et je sors ici en France aux éditions Erol. Il s'appelle comment, le livre ? Il s'appelle La Liste. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? On y trouve la liste de tous les outils qui m'ont permis d'accéder à une vie plus belle et plus douce. Parce que vous êtes un être doux,
et beau? Je ne sais pas si je suis un être doué et beau, mais c'est des outils qui m'ont permis d'accéder à une vie plus belle, ouais. Bon, là, on va faire un petit flashback. On va retourner dans votre enfance. Allons-y. Vous étiez quel genre d'élève? J'étais un bon élève jusqu'à l'âge de 16 ans, où j'ai commencé à me désintéresser totalement de l'école. Au lycée, Jusqu'à 16 quoi? ans. Pardon? Lycée, première? En seconde. En seconde, là, j'ai arrêté. L'école a complètement désintéressé, mais jusqu'avant, j'étais un bon élève. Après, j'ai commencé à vouloir copier sur mes voisins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça vous a désintéressé? Je pense que je voulais m'intéresser à autre chose. Je pense qu'il y a autre chose qui a pris la place. C'était quoi l'autre chose? C'était, j'avais 16 ans, sûrement l'envie de me faire remarquer, les femmes. Toujours les hommes ici, ils disent ça. On n'entend pas des femmes dire ça y est, je suis devenue mauvaise élève parce que je me suis intéressée aux hommes. Hein. Non, je ne suis pas devenue mauvais élève à cause des femmes. Ah, je pense que mon focus est passé ailleurs que sur vouloir réussir mes études. Et je pense que ça ne m'intéressait plus. Je suis arrivé à un niveau où, une fois que j'avais acquis beaucoup de connaissances, comme n'importe qui... Vous aviez trop de connaissances déjà? C'est pas que j'avais trop de connaissances, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, l'école ne sert plus à rien. Ça, c'est mon avis. Ah oui. Le cosinus au carré du x, machin, ça, pour moi, ça me sert à rien, tu vois. Et les formules de chimie, H2O, j'en ai rien à faire. Mais pour d'autres qui font des carrières scientifiques? Là, c'est important. Oui. Moi, je savais que je ne voulais pas faire ça. Donc, sachant ça, je pense que ça a dû vivre la même chose. Là, tu me regardes comme si j'étais un extraterrestre. Mais... Non, moi, j'ai adoré aller à l'école. Mais est-ce que tu aimais toutes les... Quasiment. La flûte? Non, mais on arrête très vite la flûte. Ah, t'as raison, c'est en troisième qu'on arrête la flûte, oui, excuse-moi. c'est plus Mais il y a plein de matières comme ça, en seconde ou en première, qui ne m'intéressaient plus. Parce que je savais que j'allais jamais faire ça dans ma vie, que je savais jamais me servir, toutes ces choses-là. Oui, mais les langues, le français... Les langues, je pense que la façon d'apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays. Je ne sais pas si on apprend vraiment beaucoup. Je me rappelle que j'étais très mauvais en espagnol quand je suis sorti du lycée. Et après, je suis allé vivre à Cuba. Ah oui? Ouais, pendant 6 mois. Et j'ai appris très rapidement. Mais avant, j'avais juste appris une certaine base, mais qui n'est pas assez pour me débrouiller dans... Donc au début, vous étiez un peu le premier de la classe? J'étais pas le premier, mais j'étais pas le dernier. Et après, je suis devenu le dernier de la classe. Ah, carrément. Tu sais, quand il rend les copies, là. Alors, la meilleure note, 18, et la moins bonne, 2. Je savais que c'était moi. Tout le temps, vous? C'était souvent moi, ouais. J'étais désintéressé, ça ne m'intéressait plus. Dans toutes les matières? Il n'y a même pas une où il y avait de la facilité? En sport, je pense. Moi, je suis un athlète de haut niveau. Et la raison pour laquelle je ne suis pas aux Jeux Olympiques... Je l'avais vu. Merci. La raison pour laquelle je ne suis pas aux Olympiques, c'est parce que je suis trop vieux. Attends, c'est ma réponse. Ta réponse, ça? C'est ce que j'ai eu. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai expliqué. Je t'ai volé ta réponse d'il y a 5 minutes. Pas mal. Non, pas mal. Non, mais en vrai, non, j'étais bon en sport parce que ça me plaisait, mais le reste me plaisait plus. Par contre, jusqu'à que ça me plaise, là, j'étais vraiment bon, Malika. J'ai vraiment été bon jusqu'à... Quel bac, alors? Bac S. Et réussi du premier coup? Non, j'ai eu, je pense que je l'ai eu au rattrapage, et j'ai eu, je pense que j'ai eu 9,999, Malika. Ils me l'ont donné parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi, mais je l'ai eu juste, au rattrapage. Vous aviez un frère et une sœur? Un petit frère et une grande sœur. Ah ouais, donc celui du milieu, on dit toujours que c'est la position un peu difficile. Ah oui? Ouais, Pourquoi? On s'occupe un peu moins de vous. Ah, tu crois? Je sais pas. Vous l'avez pas ressenti? J'ai pas l'impression d'avoir ressenti ça. J'ai eu une mère très présente. Un père qui n'était pas très présent parce qu'il travaillait beaucoup. Et après, quand j'avais 8 ans, il est parti au ciel, comme on dit. Non, il n'y a pas à avoir de tristesse là-dessus, c'est ma vie. Mais j'ai eu une mère assez présente. Vous aviez quel âge? 8 ans? 8 ans, ouais. Ah oui, donc vous avez été élevé par votre maman. J'ai été élevé principalement par ma maman, ouais. Et puis mon père, même quand il était là, il n'était pas vraiment là parce qu'il travaillait beaucoup. Mais il n'y a rien de triste là-dedans. Hein. Je pourrais mettre un sale mot dans ton émission. C'est ma vie, mais je la dis avec détachement. Merci Malika pour Souvenir d'écolier. Voilà, c'est la fin de ce grand JT. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur scoontv.com, canal 247 aussi sur les Freebox. Et bien sûr, les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et tout le reste. Merci à une équipe entièrement féminine aujourd'hui en régie. À Lauriane Bouet à la réalisation, Héloïse Merlin au son, Tae Sayad au make-up, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Ciao, à demain.